BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on vit au rythme de cette cotation américaine grâce notamment à Grégory Volokin qu'on retrouve chez Mescart. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Qu'est-ce qu'on se raconte notamment au niveau de la macro? Il y a des statistiques qui émaillent ce début de semaine? Je crois que si vous voyez les marchés en hausse, il faut remercier le consommateur américain, puisque en fait les statistiques du jour, c'était à la fois les revenus des ménages et les dépenses de ces ménages. Les revenus sont arrivés en nette hausse et même revus en hausse pour le mois dernier, 0,4% de hausse mensuelle des revenus, et les dépenses en hausse de 0,3%. Ça a l'air de rien, mais en fait 0,3% sur un mois, si vous l'annualisez, ça fait quand même une belle augmentation des dépenses des ménages qui représente 69% du produit national brut américain. Donc là, vous voyez sous les yeux l'effet, je dirais pas euphorique, mais positif de ce genre de statistiques sur les marchés. D'autant qu'on aura aussi une semaine très chargée sur ce front statistique, Grégory, avec l'emploi américain, hein, la fusée à plusieurs étages, l'ADP, les demandes hebdomadaires et puis le chiffre mensuel vendredi. Oui, et très franchement, on ne parlait que de ça sur les médias financiers américains ce matin, comme on ne parlait que de Jackson Hole jusqu'à vendredi. Maintenant, on rebondit sur ce chiffre de l'emploi en disant bon, ben, si ce chiffre de l'emploi arrive très fort, et je dirais que maintenant la barre est aux alentours des 200 000 créations d'emplois, on pourra commencer sérieusement, d'après les commentateurs, qui se trompent souvent, à envisager donc une hausse des taux au mois de septembre. Il faut voir que les probabilités ont beaucoup monté sur ces possible hausse des taux, puisque maintenant on en est à 42% de probabilité d'une hausse des taux au mois de septembre. Avant le discours de Yellen et de Stanley Fischer, surtout je dirais, vendredi, on n'en était qu'à 24%. Donc on a quasiment les marchés doublé, petit à petit, voilà exactement, les marchés petit à petit essayent de s'ajuster à quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'ils craignent quand même, mais qui devient dans le domaine du possible. Et du côté des valeurs, à présent, on va faire un petit cocorico. Alstom à la cote aux États-Unis. Ben oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Alstom avait un compétiteur important, canadien, qui s'appelle Bombardier, qui était jusqu'au début de l'année aussi sur ce contrat. Et Bombardier avait tout simplement abandonné, je dirais, la course. Donc, ils se sont retrouvés seuls. Il faut savoir qu'Alstom est quand même le premier et le meilleur fabricant de locomotives et de trains. L'autre commentaire que on entend beaucoup sur ce contrat de Alstom, c'est que très bien, ces trains vont aller très vite. Malheureusement, les infrastructures sur lesquelles ces trains vont rouler sont très très loin de pouvoir supporter des grandes vitesses. Donc c'est à noter que aussi bien dans le programme de Hillary Clinton que dans celui de Donald Trump, on parle beaucoup de dépenses en infrastructures. C'est certain qu'aux États-Unis, les infrastructures sont restées très très loin derrière. Surtout si on compare par exemple les chemins de fer avec les chemins de fer au Japon ou en France ou en Europe. Et on peut espérer donc que ces candidats vont arriver avec des programmes d'investissement importants. Enfin, en France, lorsque nos TGV commencent à prendre de l'allure, c'est aussi sur des voies spéciales. Hein. C'est pas sur les mêmes voies qu'empruntent les TER et les trains intercités. Hein. Ce sont des structures là aussi spécialement conçues. Autre thème intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans la pharmacie, c'est ça, et du côté de Milan. Oui, alors Milan, on en a beaucoup parlé ces derniers temps à cause d'un scandale entre guillemets de prix. Il faut savoir que leur produit phare, c'est ce qu'on appelle EpiPen, c'est des seringues que vous pouvez vous injecter vous-même quand vous avez des attaques d'allergie très très graves, hein, et c'est donc un médicament qui est absolument essentiel pour beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EpiPen, il y a 7 ans, valait $57 la seringue, et que petit à petit, sans qu'on s'en rende compte vraiment, Mylan avait augmenté le prix de ces seringues de 400%, sans changer quoi que ce soit, ni à la formule, ni à l'emballage, ni à rien du tout. Donc on était passé en gros de $57 par seringue qui se vend en pack de 2 à $600.
ce qui évidemment est hors de portée de la plupart des gens qui en auraient eu besoin. Alors il y a eu beaucoup de discours de la part d'hommes politiques. Hillary Clinton est même montée, voilà, exactement, elle est montée au créneau. Et là, Mylan cède un peu du terrain aujourd'hui puisqu'il diminue le prix, en gros il le coupe en deux à $300, il passe de 600 à 300. Mais je dirais ça cache quand même un grand débat actuellement aux États-Unis, c'est qu'on sait que en fait le prix des médicaments dans beaucoup de compagnies a atteint des niveaux absolument incroyables. Vous savez pourquoi, par exemple, les compagnies comme Sanofi ou d'autres essayent tellement de racheter des compagnies américaines biotech, parce que beaucoup de traitements de ces compagnies oscillent entre 100 000 120 000 $ par année. Donc il y a un vrai souci, c'est certain, au niveau du prix des médicaments, mais alors surtout d'un médicament qui est pratiquement générique. Dans le cas de Mylan, c'est pas justifiable d'avoir des prix aussi élevés, alors que si c'est un médicament qui a nécessité des investissements énormes et qui est révolutionnaire, ouais. En tout cas au début on peut comprendre que le prix soit particulièrement élevé. Et c'est là où le business finalement rejoint la politique au cœur de Wall Street? Oui, vous savez, alors vraiment, il faut pas se faire d'illusions. Le business et la politique ne sont pas du tout séparés. Je regardais pendant le week-end, par exemple, une statistique très intéressante, qui sont les plus gros contributeurs à la campagne de Hillary Clinton. Alors, tout le monde se dit, les démocrates, ils sont quand même un peu à gauche, etc. Les plus gros compétiteurs, le plus gros, c'est JP Morgan, après c'est Goldman Sachs, après c'est Citibank, et toutes les banques américaines qui sont derrière Hillary Clinton. Donc non, le business marche main dans la main avec la politique aux États-Unis, c'est pas nouveau. Allez, on termine avec Takata, c'est ça? Il fallait tout de même en reparler encore une fois des airbags? Oui, ça devient aussi un serpent de mer, mais alors là, est-ce qu'il faut en rire? C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 100 millions de voitures qui ont été rappelées à cause de ces airbags qui ne se déployaient pas normalement. Et puis il y a eu un accident de camion il y a 2 semaines dans le Texas. À cause d'un airbag? Le camion a explosé. Encore pire, le camion a explosé carrément. Qu'est-ce qu'il y avait comme marchandise dans ce camion? Il y avait les capsules qui sont censés, chez Takata, faire déployer ces airbags. Donc les pauvres, vraiment, je pense que si vous avez encore un airbag Takata dans votre voiture, faites très attention. Si l'airbag se déploie pas, c'est la capsule qui risque de vous exploser dans la figure. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, exactement. Depuis les bureaux de Mescart Financial Services, Grégory Volokin pour ce point très complet sur le marché américain. On vous rappelle les principaux indices, le Dow Jones qui grignote 0,4%, 18 470 points du côté essentiel. BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. On reste au contact de ces marchés après l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans cette actualité qu'on suit toujours avec beaucoup d'intérêt. On va continuer à digérer, comme les marchés d'ailleurs, les nouvelles monétaires et ce symposium de Jackson Hole qui s'est tenu dans le Wyoming juste avant le week-end. Janet Yellen en superstar. Faut dire aussi que Mario Draghi, McCartney, qui étaient les deux très attendus, n'étaient pas présents du côté de Jackson Hole. Nicolas Forest pour en parler depuis Candriam. Bonjour Nicolas. Bonjour. Post-Jackson Hole, nos marchés évoluent. Pour l'instant, du vert du côté de New York, du rouge du côté de l'Europe. Mais quelle analyse vous faites du côté de la gestion obligataire de Candriam sur ce Jackson Hole, sur ces propos de Janet Yellen, de Fisher, sur la façon dont finalement le monétaire mondial, la politique monétaire mondiale a bouillonné en fin de semaine dernière? Eh bien, il y a une certaine anesthésie des marchés financiers, obligataires en particulier, qui montre que pour l'instant, visiblement, tout le monde n'est pas rentré encore de ses vacances, puisqu'il ne se passe pas grand-chose en termes de hausse de taux et en termes de devises de façon assez surprenante, et ce malgré des déclarations relativement claires de la part à la fois de Janet Yellen ou même de Fisher, qui prépare peu à peu le marché quand même à une nouvelle hausse des taux monétaires américains. Malgré tout, dans les attentes de la communauté financière, tout à l'heure, Grégory Volokin chez Mescart nous disait on est passé de 20 et quelques pourcents à 40 et quelques pourcents de crédibilité pour une hausse en septembre. Oui, il y a 40% anticipés actuellement sur le meeting du 21 septembre, mais si on regarde par exemple sur la fin de l'année, c'est 60%. D'accord. 60%, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas non plus énorme. Et si vous faites la projection encore plus loin,
pour avoir vraiment une hausse d'anticipée de façon quasiment sûre, c'est décembre 2017, où on est à 85%. Ça veut dire que le marché a remonté ses anticipations de hausse de taux, c'est vrai, on est passé de 20 à 40%, mais 40% ça reste inférieur à 50 d'une part, et d'autre part, il faut attendre encore quelques mois pour être sûr d'avoir une hausse, et ce n'est qu'une hausse. Et donc finalement, beaucoup d'investisseurs visiblement sont en train d'anticiper un resserrement quasiment annuel de la Fed, c'est-à-dire une hausse par an. On a eu une hausse en décembre par Mme-Yellen, on va avoir une hausse cette année qui sera en septembre et décembre. Circuler, il n'y a rien à voir. La question c'est, est-ce que ce pas n'est pas un peu trop léger par rapport à l'économie américaine? Dans la réaction que vous percevez, ou dans l'absence de réaction que vous percevez, que vous décrivez sur une bonne partie de ce marché, ça veut dire que finalement tout ce jeu de Jackson Hole, même si tout le monde en a parlé toute la semaine dernière, tout ça était déjà pricé, tout ça déjà dans les cours? Non, puisqu'entre-temps, vous avez raison, la probabilité a un petit peu augmenté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de très grands changements. On a connu les marchés obligataires plus attentifs et plus nerveux sur des déclarations de politique monétaire à Jackson Hole et durant l'été. On se souvient pour Bernanke, on se souvient même à d'autres moments. Donc ici, on est dans un environnement où les États-Unis restent un peu une île par rapport au reste du monde, où l'ensemble des autres banques centrales mondiales sont dans des phases de forte accommodation, d'assouplissement quantitatif, et donc on a une certaine anesthésie parce qu'il y a un surplus de liquidité très important qui est fourni à la fois par la Banque Centrale Européenne mais aussi par la Banque du Japon. De sorte que beaucoup d'investisseurs se disent oui, la Fed va remonter, une hausse, très bien, et de toute façon elle n'est pas en capacité à faire tellement plus parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir un dollar qui s'apprécie trop et des taux qui montent trop. Et donc c'est ce jeu d'équilibre qui fait que on se dit si jamais ça va trop loin, de toute façon ils calmeront. Et donc, on a du mal à penser qu'il y a une normalisation monétaire qui est habituelle, qui va se dérouler. Il n'y a pas la normalisation comme on a connue en 2004-2006. C'est vraiment la sortie du taux zéro, mais vraiment très très progressive, à pas de tortue. Nicolas Forest, on a là le regard sur le versant Business Intégral Bourse, replay. Et des États-Unis, il en était question aussi tout à l'heure avec Grégory Volokhin qui nous permet de vivre au rythme de cette séance américaine depuis les bureaux de Bescard Financial Services. Du côté des marchés américains, il y a notamment une acuité particulière des investisseurs portés aux chiffres macroéconomiques qui sont publiés. Écoutez les précisions tout à l'heure de Grégory Volokhin. Je crois que si vous voyez les marchés en hausse, il faut remercier le consommateur américain, puisque en fait les statistiques du jour, c'était à la fois les revenus des ménages et les dépenses de ces ménages. Les revenus sont arrivés en nette hausse et même revus en hausse pour le mois dernier, 0,4% de hausse mensuelle des revenus. Et les dépenses en hausse de 0,3%, ça a l'air de rien, mais en fait 0,3% sur un mois, si vous l'annualisez, ça fait quand même une belle augmentation des dépenses des ménages qui représentent 69% du produit national brut américain. Donc là, vous voyez sous les yeux l'effet, je dirais pas euphorique, mais positif de ce genre de statistiques sur les marchés. D'autant qu'on aura aussi une semaine très chargée sur ce front statistique, Grégory, avec l'emploi américain, hein, la fusée à plusieurs étages, l'ADP, les demandes hebdomadaires et puis le chiffre mensuel vendredi. Oui, et très franchement, on ne parlait que de ça sur les médias financiers américains ce matin. Comme on ne parlait que de Jackson Hole jusqu'à vendredi, maintenant on rebondit sur ce chiffre de l'emploi en disant bon, ben, si ce chiffre de l'emploi arrive très fort, et je dirais que maintenant la barre est aux alentours des 200 000 créations d'emplois, on pourra commencer sérieusement, d'après les commentateurs, qui se trompent souvent, à envisager donc une hausse des taux au mois de septembre. Il faut voir que les probabilités ont beaucoup monté sur ces possible hausse des taux, puisque maintenant on en est à 42% de probabilité d'une hausse des taux au mois de septembre. Avant le discours de Yellen et de Stanley Fischer, surtout je dirais, vendredi, on n'en était qu'à 24%. Donc on a quasiment les marchés doublé, petit à petit, voilà exactement, les marchés petit à petit essayent de s'ajuster à quelque chose qu'ils ne savent pas, qu'ils craignent quand même, mais qui devient dans le domaine du possible. Et du côté des valeurs à présent, on va faire un petit cocorico. Alstom à la cote aux États-Unis.
Ben oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Alstom avait un compétiteur important canadien qui s'appelle Bombardier, qui était jusqu'au début de l'année aussi sur ce contrat. Et Bombardier avait tout simplement abandonné, je dirais, la course. Donc ils se sont retrouvés seuls. Il faut savoir qu'Alstom est quand même le premier et le meilleur fabricant de locomotives et de trains. L'autre commentaire que on entend beaucoup sur ce contrat de Alstom, c'est que très bien, ces trains vont aller très vite. Malheureusement, les infrastructures sur lesquelles ces trains vont rouler sont très très loin de pouvoir supporter des grandes vitesses. Donc c'est à noter que aussi bien dans le programme de Hillary Clinton que dans celui de Donald Trump, on parle beaucoup de dépenses en infrastructures. C'est certain qu'aux États-Unis, les infrastructures sont restées très très loin derrière. Surtout si on compare par exemple les chemins de fer avec les chemins de fer au Japon ou en France ou en Europe. Et on peut espérer donc que ces candidats vont arriver avec des programmes d'investissement importants. En France, lorsque nos TGV commencent à prendre de l'allant, c'est aussi sur des voies spéciales. Hein. C'est pas sur les mêmes voies qu'empruntent les TER et les trains intercités. Hein. Ce sont des structures là aussi spécialement conçues. Autre thème intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans la pharmacie, c'est ça, et du côté de Milan. Oui, alors Milan, on en a beaucoup parlé ces derniers temps à cause d'un scandale entre guillemets de prix. Il faut savoir que leur produit phare, c'est ce qu'on appelle EpiPen, c'est des seringues que vous pouvez vous injecter vous-même quand vous avez des attaques d'allergie très très graves, hein, et c'est donc un médicament qui est absolument essentiel pour beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EpiPen, il y a 7 ans, valait $57 la seringue, et que petit à petit, sans qu'on s'en rende compte vraiment, Mylan avait augmenté le prix de ses seringues de 400%, sans changer quoi que ce soit, ni à la formule, ni à l'emballage, ni à rien du tout. Donc on était passé en gros de $57 par seringue qui se vend en pack de 2 à $600, ce qui évidemment est hors de portée de la plupart des gens qui en auraient eu besoin. Alors il y a eu beaucoup de discours de la part d'hommes politiques. Hillary Clinton est même montée, voilà, exactement, elle est montée au créneau. Et là, Mylan cède un peu du terrain aujourd'hui puisqu'il diminue le prix, en gros il le coupe en deux à $300. Il passe de 600 à 300. Mais je dirais ça cache quand même un grand débat actuellement aux États-Unis, c'est qu'on sait que en fait le prix des médicaments dans beaucoup de compagnies a atteint des niveaux absolument incroyables. Hein. Vous savez pourquoi, par exemple, les compagnies comme Sanofi ou d'autres essayent tellement de racheter des compagnies américaines biotech, parce que beaucoup de traitements de ces compagnies oscillent entre 100 000 120 000 $ par année. Donc il y a un vrai souci, c'est certain, au niveau du prix des médicaments, mais alors surtout d'un médicament qui est pratiquement générique. Dans le cas de Mylan, c'est pas justifiable d'avoir des prix aussi élevé, alors que si c'est un médicament qui a nécessité des investissements énormes et qui est révolutionnaire, en tout cas au début on peut comprendre que le prix soit particulièrement élevé. Et c'est là où le business finalement rejoint la politique au cœur de Wall Street? Oui, vous savez, alors vraiment, il faut pas se faire d'illusions. Le business et la politique ne sont pas du tout séparés. Je regardais pendant le week-end, par exemple, une statistique très intéressante, qui sont les plus gros contributeurs à la campagne de Hillary Clinton. Alors, tout le monde se dit, les démocrates, ils sont quand même un peu à gauche, etc. Les plus gros compétiteurs, le plus gros, c'est JP Morgan, après c'est Goldman Sachs, après c'est Citibank, et toutes les banques américaines qui sont derrière Hillary Clinton. Donc non, le business marche main dans la main avec la politique aux États-Unis, c'est pas nouveau. Allez, on termine avec Takata, c'est ça? Il fallait tout de même en reparler encore une fois des airbags? Ouais, ça devient aussi un serpent de mer, mais alors là, est-ce qu'il faut en rire? C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 100 millions de voitures qui ont été rappelées à cause de ces airbags qui ne se déployaient pas normalement. Et puis il y a eu un accident de camion il y a 2 semaines dans le Texas. À cause d'un airbag? Le camion a explosé. Encore pire, le camion a explosé carrément. Qu'est-ce qu'il y avait comme marchandise dans ce camion? Il y avait les capsules qui sont censées, chez Takata, faire déployer ces airbags. Donc les pauvres, vraiment, je pense que si vous avez encore un airbag Takata dans votre voiture, faites très attention. Si l'airbag se déploie pas, c'est la capsule qui risque de vous exploser dans la figure.
Grégory Volokin depuis les bureaux de Mescart Financial Services du côté de New York qui nous permet de vivre régulièrement la séance américaine depuis donc le sol new-yorkais. Les indices, le Dow Jones plus 0,54, le Nasdaq. Et bien sûr Alstom, le titre a gagné 2,9%. Les marchés saluent le contrat historique décroché par le groupe. La vente pour la première fois de ces TGV aux États-Unis pour 1,8 milliard d'euros. Et ce n'est peut-être qu'un début. Il y aura sans doute d'autres investissements, notamment pour remettre au goût du jour le réseau ferré vieillissant aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que nous dit Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Pour tous les Américains, c'est une très très bonne nouvelle. C'est des très beaux trains qui vont aller très très vite. C'est aussi un gros contrat pour Alstom. Il faut quand même savoir que ces trains vont être fabriqués à 80% aux États-Unis. Mais il faut aussi savoir que même si ces trains peuvent aller à 160 miles à l'heure, c'est-à-dire 230 ou 240 km/h, pour cela, il faudrait vraiment rénover les infrastructures sur la côte est des États-Unis. Actuellement, ça prend 4 heures pour aller de New York à Washington. Donc les trains vont tout juste à 90 km/h et c'est inimaginable d'imaginer en fait un train sur ces infrastructures aller beaucoup plus vite que ça. Donc il faudra d'autres budgets débloqués pour que les magnifiques trains d'Alstom puissent vraiment aller à pleine vitesse. Grégory Volokin à New York.